Bienvenue aujourd'hui dans le tout premier épisode de En voiture avec Clémence de Bernice. Merci de me faire l'honneur de faire la première vidéo de ce nouvel intitulé sur la chaîne et qui sera une série où vous pourrez me mettre dans les commentaires qui est-ce que vous voulez que j'amène ici à cette place dans la voiture. Et tu es la première, donc Clémence. Je suis trop contente, je suis flattée, mais je suis méga stressée parce que normalement je pose des questions, je réponds pas. Exactement, aujourd'hui c'est moi qui pose les questions et je me suis dit, parce que j'aime bien l'impro, qu'on va faire ça en impro avec tout le monde, sauf si vous avez des questions à poser aux gens que vous voulez que j'interviewe et que j'emmène en voiture avec moi. Donc aujourd'hui Clémence de Bernice, une journaliste automobile qui fait pas mal de choses. Tu as travaillé beaucoup dans l'automobile surtout. Principalement dans l'automobile, mais j'ai commencé dans la politique asiatique et africaine. Ça n'a D'accord. pas beaucoup de lien avec l'automobile. Ok, hyper intéressant. Mais initialement c'était ça, j'avais fait des études de politique asiatique et africaine, Ok. 15 ans de chinois, et j'ai fait une prépa journalistique. Et ensuite j'ai eu l'opportunité de bosser dans des médias africains principalement. D'accord. Et j'y ai bossé pendant près 1 an et demi, je pense. Ok. Donc ça a été quand même assez court, mais j'en vivais pas vraiment. Et donc j'ai eu une opportunité de rentrer sur le site AutoPlus. Ok. Et donc c'est là où j'ai fait mes armes et je ne connaissais rien à la voiture. D'accord. Je m'y intéressais même pas. En revanche, je conduisais beaucoup. J'ai Ok. passé mon permis à 18 ans et 2 jours. Ok. Et je passais ma vie en voiture. J'attendais que ça. Donc j'avais quand même une certaine appétence pour la voiture. D'accord. Mais je suis arrivée donc, chez AutoPlus. Je connaissais rien et j'ai tout appris. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Ok. Et donc ça, c'était en quelle année ta première expérience AutoPlus 2010. Ok. Intéressant. Donc Ouais. là, on est en 2025. Ça fait déjà 15 ans que tu es dans Ouais. le domaine automobile. Ouais. Mais Ok. chez AutoPlus, j'essayais pas les voitures. Donc, Ok. j'écrivais de la news. Enfin, j'étais assez frustrée. J'ai appris mon métier, clairement. D'accord. Mais j'étais assez frustrée de ne pas toucher le produit, de ne pas conduire et tout. Et donc j'ai fini par quitter AutoPlus. Et là, j'ai lancé les Enjoliveuses en me disant, je lance un truc parce que j'ai pas envie de rien faire pendant que je cherche un autre média. Mhm. Et puis finalement, ça a pris. Et j'ai jamais cherché d'autres boulots parce que ça a tout de suite pris. Ok. Parce que mon angle était un peu original pour l'époque où c'était la voiture vue par les femmes pour les femmes. D'accord. Et finalement, maintenant, c'est pas que pour les femmes parce que je me rends compte qu'il n'y a pas une voiture pour toutes les femmes Mhm. et que c'était plutôt pour les néophytes. Et puis en fait, maintenant, je m'adresse un peu à tout le monde. Mais avec un angle peut-être féminin puisque c'est le mien. Ok. Oui, parce qu'effectivement, tu es une femme. Je suis une femme, enfin jusqu'à preuve du contraire, mais a priori, il n'y a pas de doute. Hein. Ok. Alors ça, c'est assez intéressant parce que des femmes, il y en a très peu dans ce milieu. Alors vous le savez peut-être pas, mais au final, je pense qu'on les compte sur les deux mains. Moi, ça fait quelques années que je suis dans ce milieu. Je pense qu'on doit être en gros 300 journalistes français dans le milieu automobile. On va dire la plus grosse partie de ceux qui en font régulièrement. Et je pense qu'il y a moins d'une dizaine de femmes dans ce métier. Est-ce que toi, ça t'a paru difficile au début d'être une femme dans le métier de l'automobile ? Au tout début, quand il y avait ce qu'on appelle les tamalous, c'est-à-dire les vieux journalistes, l'ancienne génération, je me souviens des premiers essais où en fait les repas, au milieu des essais, déjeuner, dîner, tout ça, je passais un véritable interrogatoire. Ok. Pour vérifier que j'étais bien légitime à être là. Et donc là, il faut avoir les reins un peu solides. Et comme je disais, moi au début, je ne connaissais pas hyper bien la voiture. Ouais. Donc je montrais juste que j'en avais un peu dans le cerveau et que ça allait le faire et que j'avais quand même un sens critique et que j'étais une utilisatrice de voiture. Donc ça, c'était un peu stressant. D'accord. Après, aujourd'hui, ça ne me pose plus aucun problème. Je suis quasiment systématiquement la seule femme journaliste sur les essais. Il y a toute l'équipe des constructeurs, les RP, etc., où il y a des femmes. Mais sinon, je suis vraiment rarement accompagnée d'autres femmes. Et aujourd'hui, ça, je ne le remarque même plus, en fait. C'est rentré dans mes codes. Je sais que je suis dans un milieu masculin. Honnêtement, je me suis fait plein de potes. Je m'éclate, j'adore. Et puis, tu vois, on est souvent ensemble. Tu vois bien que je suis victime d'aucun machisme à aucun moment. C'est vrai. Donc, je ne peux pas me plaindre. Mais je trouve ça cool quand même d'avoir une vision différente parce qu'on n'utilise pas forcément la voiture de la même façon. Nous, on le dit souvent dans nos vidéos puisqu'on travaille ensemble sur la chaîne pour ceux qui le voient. Par exemple, moi, j'ai une vision du jeune fou célibataire. Toi, tu es maman. Ouais. D'ailleurs, tu as des enfants, moi J'ai 3 enfants. Ok.
Donc effectivement, moi la voiture plaisir et la voiture de tous les jours, pour moi, c'est pas du tout la même. Ok. Parce que j'ai des impératifs, enfin comme tous ceux qui ont des familles, hein, il me faut un coffre, il me faut des places, j'ai pas besoin d'aller vite, c'est vraiment un déplaçoir pour moi la voiture du quotidien. Ok. Mais ça n'empêche que j'aime la voiture en tant que produit, donc j'aime bien aussi les essais pour ça. Hein. D'accord. Donc là, par exemple, toi, ça fait 15 ans que tu fais ce métier. Avec ce métier, on a la chance de pouvoir voyager, etc. Est-ce que toi, il y a une fois une OP ou un essai qui t'a vraiment marqué? Ouah, tu dis sur les 15 ans, s'il y en a un que tu devais retenir, ce serait quoi? Et ou une expérience, ou une voiture, ou quelque chose de global. J'ai vécu tellement de choses. Les OP, elles sont toutes assez sympas. Il y en a qui sortent un peu du lot. Mais ce qui sortirait le plus du lot, pour moi, c'est soit... en fait, c'est avec Turbo. Okay. C'est soit le tour auto que j'ai fait avec Étienne, donc Étienne Bruet de M6 Turbo. Donc c'est soit ce tour auto où en plus on a terminé 3e et il y a une intensité pendant une semaine. Tu dors peu, tu es toujours dans la compète. Enfin, vraiment, tu vis quelque chose de très particulier. Soit c'est un des tournages je pense en Tanzanie, pareil, un road trip en Tanzanie ou en Guyane. Je ne sais pas lequel j'ai préféré. Et ça, pareil, il y a une aventure humaine. En fait, j'aime bien quand la voiture, ça te fait vivre autre chose. Okay. C'est-à-dire que tu as les essais, tu analyses la voiture, etc. Mais en fait, la voiture, ça touche à tout. Ça touche au sport, à la mode, à l'actu, à la politique, au voyage, à tout. Et en fait, même c'est une aventure humaine à plein d'égards. Et en fait, ça, c'est magique. Et moi, c'est ça que j'aime bien. Donc c'est pour ça, je dirais le tour auto ou un tournage. Okay. Loin. Ok, mais c'est vrai que le tour auto, on l'a vécu nous ensemble l'année dernière aussi, une petite partie où le matin on est allé chercher Harry Vatanen et c'était quand même assez dingue de le vivre en tant que média à l'extérieur, mais de le vivre de l'intérieur en tant que pilote. Ah oui, mais même, j'ai copiloté Vatanen tour auto sur une spéciale. Ça, c'est magique. Ça, c'est quand même grandiose parce que ça avance un peu. Oui, j'imagine. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et ça, c'était un bon souvenir parce que tu me l'as rappelé déjà plusieurs fois. Ouais. Et c'est quand même assez fou de se dire, voilà, un jour, monter avec Harry Vatanen. Ouais. Et Harry, qui est d'ailleurs, on te salue, parce que Harry, on l'adore, c'est franchement une personne incroyable. J'adore Harry. Et ces rencontres aussi, je pense que tu as rencontré pas mal de monde. Est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont marqué particulièrement dans ce métier ? Harry, c'est sûr que c'est une de mes plus belles rencontres parce qu'en plus, humainement, tu as le sportif, mais humainement, c'est quelqu'un de très riche qui est tourné vers les autres. Mais d'ailleurs, tu le vois sur le tour auto, il parle à la terre entière, il n'est jamais saoulé qu'on l'aborde partout. Et c'est quelqu'un d'intelligent, sympa et tout. Dans mes belles rencontres, j'ai un podcast aussi qui s'appelle Paroles de femmes où j'interviewe beaucoup de femmes. Et il y a des femmes qui m'ont beaucoup marquée. Une belle rencontre et que je continue à voir aussi, c'est Margot Lafitte. Okay. Elle est géniale cette femme. Elle est intéressante, pareil. C'est comme Harry, c'est des personnes qui sont vraiment tournées vers les autres, qui s'intéressent vraiment aux gens. Et j'ai rencontré beaucoup de femmes aussi via mon podcast qui étaient assez bouleversantes et ouais, c'est peut-être là-dedans que j'ai fait mes plus belles rencontres. Mais et encore, une fois encore, les journalistes aussi, hein, il y a des super belles rencontres parce qu'on vit quand même des choses assez fortes ensemble. On se voit quand même régulièrement et tout, et c'est quand même précieux de bien s'entendre. C'est sûr, surtout quand on se croise. Et tu vois, par exemple, j'avais un petit peu des idoles, etc. Rencontrer Dominique Chapat à l'époque, tu vois, tu le voyais à la télé, etc. Aussi, ouais. Toi, maintenant, tu travailles avec lui. Ouais. Et d'ailleurs, comment c'est arrivé, toi, cette aventure Turbo, puisque donc au début, tu commences sur AutoPlus, tu lances ton site internet, un petit peu les réseaux sociaux également. Exactement. Et comment t'es arrivé sur Turbo ? Parce que c'est le rêve un petit peu de tout le monde. On se dit, ouah, mais quand je serai grand, je veux faire ce métier, passer à la télé, essayer des voitures. Et toi, tu as cette chance de le faire. Ouais, la chance, c'est le mot parce que je ne suis pas allée le chercher. C'est-à-dire que c'est Étienne Bruet, toujours, qui voulait faire un road trip qui était en Israël, un petit road trip en Israël, et qui voulait féminiser l'équipe. D'accord. En se disant que, en fait, il avait une vision assez moderne de la chose, en se disant, en fait, c'est pas que pour les hommes, la voiture. Et donc, il a fait un peu des recherches et il est venu me chercher. Donc autant dire que le premier tournage, j'étais un petit peu stressée. Et en fait, ça a démarré comme ça. Au début, j'ai fait un road trip par an, donc les gros road trips Israël, Tanzanie, Guyane. Et puis en fait, petit à petit, je me démerdais de mieux en mieux. Et j'ai commencé à faire plus de tournages avec eux. Ça a commencé à être
moins des road trips, plus des comparos. Et puis après, j'ai fait quelques sujets solo. Et donc là, il y a des moments où je tourne beaucoup avec eux, d'autres où je tourne moins. Mais j'adore parce que l'équipe est vraiment hyper sympa. Quand on tourne ensemble, en fait, tu pars en colonie de vacances. Alors, on bosse sérieusement, c'est des journées qui sont vraiment intenses, mais on se marre, véritablement. Quand à l'écran, on voit qu'on se marre, c'est vrai. Ok, c'est ça que j'allais demander, parce que les backstage, moi j'aimerais aussi sur la chaîne, on me demande un petit peu de backstage. Ça se passe comment en fait, un tournage, une préparation comment c'est en fait? Est-ce que après tu vas chez M6? Est-ce que il y a des montages, etc. Comment ça se passe? Parce que je pense que le public est curieux. Parce qu'en fait, souvent, nous, on est téléspectateurs, on voit ça à la télé, on se dit, waouh, c'est trop cool, c'est monté comme ça. Mais ça ressemble à quoi en fait? Du tout début, on te dit, bah tiens, on va faire ça là. Comment ça se prépare? Comment ça s'organise? Comment c'est sur place? Enfin, le tout. Moi, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu. Si on te dit que tu vas faire ça, c'est que tu vas directement sur un essai, donc tu n'as pas trop de préparation à part appeler la marque en disant on va tourner où, ok? Est-ce que là, il y a des statiques? Enfin, tu fais un repérage téléphonique. Donc ça, c'est quand le travail est pré-mâché. Mais en fait, la majorité des sujets sur Turbo, c'est les journalistes qui vont se creuser la tête, qui vont proposer au rédac chef en disant on pourrait faire tel sujet à tel endroit, sous tel angle, ou un comparo, etc. Et ensuite, tu as tout le travail d'organisation. Donc, c'est-à-dire savoir où est-ce que tu vas tourner, quelle route, enfin... Tu connais pas toutes les routes, mais tu as quand même une idée globale. Tu travailles tes budgets parce que ça coûte de l'argent. Tous tes hôtels, etc. Donc tu as ce travail en amont qui est quand même assez important. Puis tu travailles tes voitures aussi. C'est-à-dire que tu découvres, en réalité, on ne découvre pas la voiture le jour où on tourne. On arrive avec nos fiches, comme tu fais toi, on a préparé. Ensuite, donc on arrive sur le tournage. Le tournage, on a, selon la taille du tournage, s'il y a beaucoup de voitures, pas beaucoup de voitures, on a un ingé son, pas forcément toujours. En revanche, il y a toujours un caméraman. Et là, chacun est dans sa voiture avec un talkie. Et tout se passe au talkie. Donc, c'est-à-dire que le caméraman, il est sur le bord de la route et il va te dire, là, tu me fais un passage. Donc, si on est plusieurs voitures, il va te dire groupé, pas groupé. En fait, on travaille avec le caméraman qui est aussi force de proposition. Et donc, on fait plein de passages. Les passages, ça a l'air rien. Ça prend un temps. Parce que souvent c'est sur route ouverte, donc tu attends qu'il n'y ait plus une voiture qui passe, que tu n'as pas bien pris, j'en sais rien, ton virage parce que le caméraman était placé là, tu pensais qu'il était là et tout. En fait, c'est assez long. Après, tu fais tes plateaux. Les plateaux, c'est quand tu es devant la voiture, que tu la montres. Ensuite, tu fais tes embarqués. C'est quand tu parles en roulant et que tu donnes tes impressions de conduite. Et après, tu rentres avec tes petits rushs. Et là, tu as une autre grosse journée. Si c'est juste un essai, ça peut aller jusqu'à 2-3 jours de montage. Donc là, le journaliste est avec le monteur. Donc, il touche pas du tout l'ordinateur et le clavier, etc. En revanche, il donne toutes ses instructions. Il dit, je veux que ce soit comme ça, je veux ça, mets ça là, etc. Et il pose ses voix off. Il y a toujours des voix off. Donc là, tu écris pendant que le monteur fait son boulot. Et après, tu passes en cabine d'enregistrement et tu poses ta voix. Ok, donc c'est une petite cabine un peu comme dans la musique où c'est insonorisé, tu as ta voix. Ok. Exactement. Et c'est pas trop dur à faire ça de la voix off? Alors la voix off, moi, initialement, j'étais presse écrite. Petit à petit, je suis passée également à la presse télé. Mais la télé, tu parles, c'est vivant que ça. Et écrire une voix off, moi j'ai trouvé ça au départ hyper difficile. Une fois que tu es lancé, ça va, mais l'introduction, en fait, tu dois capter tout le monde avec tes 2 premières phrases du sujet d'intro parce qu'en fait, tu commences jamais avec ton plateau d'intro. Tu commences toujours avec des jolies images, etc. Et là, tu dois poser ta voix off et en fait, tu dois expliquer à tout le monde qu'ils vont y rester parce que ton sujet est intéressant. Voilà, ça, vas-y. Ok, ouais, c'est vrai que ça doit être un petit peu assez important quand même à la télé. Après la télé, je trouve que c'est un support encore différent par exemple d'Internet. Internet, effectivement, tu peux changer vite. Alors que la télé, tu te dis, bon, souvent tu allumes, tu regardes, mais c'est vrai qu'on ne pense pas à ça, de se dire, non, est-ce qu'il y a des gens qui vont quitter par exemple pendant tel sujet, etc. C'est analysé. C'est analysé. C'est-à-dire qu'on regarde si l'émission a bien marché sur le global, mais ensuite chaque sujet est analysé. Donc tu dois pas rendre des comptes, mais en fait on voit si ça a bien marché. Et toi, t'es pas bien si t'es le journaliste qui a le sujet qui n'a pas marché. Après, moi, je suis pas aussi impacté que les autres, les 4 garçons principaux, les 4 journalistes principaux de Turbo qui, eux, font ça toutes les semaines.
Après, ils ont plus de facilité que moi parce qu'ils le font justement hyper souvent. Je pense que eux, la voix off, c'est pas un sujet. Ok. Moi, je me pose encore des questions, mais en revanche, c'est vraiment analyser à la minute près les audiences. Ok. Et est-ce que c'est facile pour toi quand tu es arrivé dans ce milieu? Parce qu'au final, tu les connaissais déjà un petit peu. Mais est-ce qu'ils sont pareils dans la vraie vie qu'à la télé? Ça, c'est Ouais, la c'est question les que mêmes. les gens se posent. C'est les mêmes, honnêtement. Et je parle pour Turbo, mais en vrai, je pense que pour toutes les émissions auto qu'on connaît, honnêtement, sont les mêmes. Moi, je me tape des délires avec chacun. Ils sont vraiment sympas, quoi. Tous. Ils sont comme ils sont à la télé. Et est-ce que vous voudriez qu'on interviewe par exemple Dominique Chapat, Étienne Brouet, Simon Poté-Galeni, Greg Galifi, Nico Hédet? Safet, il est très drôle. Safet aussi très cool, on était parti au Dakar avec Safet, c'était super. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, que je prenne justement par exemple des gens comme ça, à le mettre dans les commentaires. Parce que moi je trouve que c'est assez intéressant. Et ce qui est fou, c'est que moi maintenant c'est devenu des sortes de copains. Et moi j'en rêvais, et en entrant dans ce milieu, je me dis, bah, mais... Et en plus, c'est super sympa, tu vois, comme tu le dis. Ouais, tu vois, ils sont vraiment tous hyper sympas. Ils se prennent et pas c'est la fou, tête. Et ils sont marrants, ils sont sympas, ils sont intelligents. Ouais, moi, j'adore cette équipe, honnêtement. Ok. Bon bah top. Et donc, comme on est quand même dans une voiture et qu'on parle beaucoup de voitures ici, toi par exemple, parce que je vais pas dire une voiture, mais si je devais te demander un top 3 de voitures qui te font rêver, qui te font plaisir, que tu aimerais avoir, si tu devais en avoir 3. Si je devais en avoir 3, en fait, je taperais dans des sportives. Et c'est pas forcément les voitures les plus extraordinaires, mais c'est celle, je pense, avec qui j'ai vécu une histoire. Ok. Donc là, on est chez Audi, mais en l'occurrence, la R8, c'est la première sportive que j'ai vraiment réussi à conduire correctement et à me dire, ok, j'ai tiré ce que je pouvais tirer de cette voiture. Et donc la R8, j'adore. J'avais pas mal aimé l'Aventador parce que là, il faut quand même mouiller la chemise. J'imagine. Et en fait, là, tu conduis rien d'autre qui ressemble à ça. Ouais. C'est un truc, ça c'est assez magique, puis tu te sens privilégié, et puis en fait il se passe quelque chose, tu sais pas forcément à quoi elle sert la voiture, hein. C'est pas vraiment pour du circuit, c'est pas vraiment pour la route, mais il se passe quelque chose, donc celle-là j'avais beaucoup aimé. Et puis là je vais peut-être être dans le plus classique, mais il n'y a rien à faire, cette voiture elle est magique, une 911, je prends n'importe laquelle. Ok. Je prends n'importe laquelle, tu m'en donnes une, c'est beau, ça fonctionne super bien, c'est facile à prendre en main, c'est performant. Les bauches de la liste, elle pourrait être... Mais, et là Clémence, alors ça c'est top. Et les enfants, tu les mets où là-dedans? J'ai dit que ça serait des sportifs, tu m'as dit si j'ai le droit de rêver. Non, Vite les enfants plus grands. En familial, je pense que le XC90, il est pas mal. Ouais. Ouais, je pense que le XC90, il est pas mal. Je pense que c'est un très bon compromis ça. Ouais. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo avec mon cousin qui vient de s'en acheter un d'occasion. Très intéressant aussi. Il nous donne les choix. Et en plus, tu l'as jusqu'en 7 places. Ouais. Et, moi, je veux 7 places. Ok. 3 enfants, c'est 7 places parce que tu fais des échanges avec les copains, etc. Donc, tu troques en disant ok, moi, je prends ton fils, je le ramène de l'école, mais toi, tu me le ramènes le lendemain. Tu vois, si tu as des trucs comme ça, il te faut 7 places. Ok, intéressant. Non, c'est cool de le savoir. Et je sais que dans ton podcast, on va reprendre un petit peu ton podcast, donc tu interviews des femmes et tu leur demandes c'est quoi une femme inspirante? Tu sais que je me suis demandé 20 fois qu'est-ce que je répondrais à ça. Je dirais qu'une femme inspirante, c'est une femme qui arrive à briser les plafonds de verre. En fait, on se met nous-mêmes des barrières. On a toutes le syndrome de l'imposteur. Je l'ai à fond. Okay. Et en fait, le jour où tu arrives à te dire en fait, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe à côté, de ce qu'on pense de moi, de tout ça, je fonce et en fait, je vais y arriver parce que je suis pas moins capable qu'un homme. Et ben, elle, c'est une femme inspirante. Parce que moi, ma plus grande barrière, je pense que j'ai été très bien accueillie par les professionnels dans ce métier-là, mais moins bien par les réseaux sociaux. Okay. J'ai quitté plus ou moins Twitter, enfin je ne poste plus rien dessus, parce que le fait que je sois une femme dans des voitures sportives, je me suis fait insulter. Okay. Et j'avais pas le droit à l'erreur, et en fait ça m'a consolidé mon syndrome de l'imposteur. Donc je suis tétanisée par Twitter aujourd'hui, et donc la femme qui est capable de passer cette barrière-là, je pense que c'est celle-là qui est une femme inspirante. Ok. Tout en gérant sa vie de famille. Attention, là ça devient un jeu d'équilibriste. Ça, franchement, c'est beau parce que toi, comme tu dis, tu le gères entre les enfants, etc., les tournages turbo, les tournages que tu fais toi, plus ton site internet. Parce qu'au final, en même temps, tu es une femme entrepreneur. Ouais. Puisque
ce que vous ne savez pas, c'est qu'en fait, on est tous indépendants, on gère des sociétés. Et en fait, en France, on a une société pour pouvoir faire des petits boulots ou autres. Et en fait, il faut gérer la compta, il faut gérer le truc, il faut gérer ça, il faut gérer tout en fait. Et on s'en rend pas compte, mais c'est hyper prenant au quotidien. Ouais, ça c'est sûr. Donc félicitations et bravo pour ça, parce que tu en es quand même arrivé là. Pas non plus comme ça, parce que ça reste du travail. Non, on en parlait au départ. Alors maintenant, j'ai un peu levé le pied parce que c'est lancé quand même. Mais au départ, je bossais jusqu'à 3-4 heures du mat et je me levais à 7 heures pour les enfants. Au départ, vraiment, je dormais très très peu, quoi. Et toi, tu connais ça. Ouais, moi, en fait, on n'a pas le choix. Au départ, tu te lances, tu bosses, quoi. Tu vois, moi, je le vois. Alors, ça se voit peut-être pas sur la chaîne, mais enfin, vous êtes quand même beaucoup à me le faire remarquer que oui, effectivement, je publie beaucoup de vidéos, je suis tout seul. Moi, je fais 80 heures par semaine depuis 4 ans quasiment. Et je vous avoue que moi, je prends un petit coup de fatigue quand même. Donc, tu es obligé de ralentir un moment. Mais il faut trouver un équilibre en fait dans la vie. Et c'est pas forcément facile lorsqu'on fait ce genre de métier. Et pour beaucoup, ça reste un métier passion. Heureusement. Tu vois, par exemple, voilà, c'est énormément de travail. Alors, souvent, vous dites, tu as de la chance. En fait, non. Et oui, il y a forcément un petit côté chance, je trouve. On a de la chance parce qu'on a un boulot qui est intéressant, mais non dans le sens où c'est un sacerdoce. On bosse comme des chiens. Comme des chiens. Et toi, tu es encore au stade, enfin là, ça y est, t'en sors, mais tu as été dans cette période où en fait, tu sors pas la tête de l'eau. Moi, j'en suis un peu sortie, mais tu dois quand même, enfin t'as pas de vacances, les vacances tu pars, tu bosses. Tu peux pas dire non, en fait ma boîte est fermée pendant 15 jours. Non, ça n'existe pas. Et moi maintenant je peux plus faire ça et je pense que toi tu vas doucement pouvoir quand même un peu respirer. Et en fait c'est obligatoire. Il y a un moment, on y passe tous, mais il y a un moment il faut trouver cet équilibre. Ouais, complètement. Et c'est pas facile à trouver pour rien vous cacher. Et tu vois, moi j'ai découvert un petit peu ce milieu. Moi c'est pareil, le syndrome de l'imposteur, je l'ai eu au tout début. La première fois que je suis allé sur une OP, c'était un déplacement, donc en gros comme là, c'est ce qu'ils appellent une OP dans le métier. J'étais tout nouveau, tout beau, tout neuf, c'est qui celui-là? Et il y en a qui sont arrivés qui m'ont dit tu fais quoi toi? T'écris pour quel canard? Ils appellent ça un canard encore. Ouais, enfin les anciens. Voilà. Et donc il m'a demandé, et ça c'est un truc qui m'avait un petit peu choqué. Il m'a dit tu fais quoi toi? Je dis moi j'ai une chaîne YouTube. Et le gars m'a regardé genre et il m'a dit c'est bien comme hobby. Je te passe 10 fois ce que tu bosses. Mais grave, et j'étais là genre les gars c'est pas trop un hobby, tu vois, ça reste quand même un métier, enfin c'est du boulot énormément. Mais tu vois, il y avait encore cette barrière entre les anciens qui écrivaient dans le papier et ceux du numérique. Et ça commence à changer parce qu'ils comprennent que le papier est en train de petit à petit de disparaître, malheureusement pour eux, parce qu'il y avait de très beaux magazines, etc. Moi, j'ai commencé l'auto justement en lisant des magazines. Et c'est vrai que ça devient difficile pour la presse papier, parce que les gens sont de plus en plus sur Internet et les réseaux sociaux, etc. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux, tu vois, moi je trouve qu'il faut faire vraiment la part des choses en comprenant entre ce qui est boulot réseaux sociaux et ce qui est réalité réseaux sociaux. En fait, beaucoup de gens ne font pas la différence entre ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux et la vraie vie. Et moi, j'essaye de l'expliquer et je veux justement le montrer un petit peu plus. Il y a très très peu de gens qui en vivent vraiment, comme certains youtubeurs très connus. Ils sont très très peu. Moi, par exemple, je ne suis pas le genre à m'en mettre plein les poches. Je gagne ma vie correctement, mais je ne suis pas le type millionnaire. Et ne croyez pas que ce que vous voyez sur les stories, etc., c'est la vraie vie. En fait, non, c'est juste qu'on est invité à plein de choses. Et j'aimerais bien que les gens comprennent ça parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent voilà, je vais être influenceur, je vais être youtubeur, je vais être ci et ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart ont un métier à côté. Ouais, exactement. C'est pas si facile. Certains, comme ceux de la télé, eux, ils ont des CDI parce que ça fait énormément d'années qu'ils sont là. Mais même à la télé, la plupart sont pigistes, un petit peu comme toi, tu le fais. Il y en a beaucoup qui sont pigistes. Alors chez Turbo, non. Okay. Il y en avait qui étaient pigistes. Enfin, moi, je suis pigiste, mais je veux dire, les 4 principaux, ils bossent, mais ça fait tellement longtemps qu'ils y sont, donc voilà. Mais effectivement, dans la presse écrite, radio, télé, tu as beaucoup de pigistes. Du coup, c'est beaucoup plus flexible pour les chaînes, pour les médias. Et puis après, quand tu es indépendant, tu as intérêt à sacrément te diversifier. On pense à tout. Il y a même des petits gâteaux. Ouais. Non mais t'as intérêt à sacrément te diversifier, on en reparlait encore il n'y a pas longtemps, donc moi j'ai quand même pas mal de casquettes et en fait t'as pas le choix quoi.
Si j'avais que le site ou que les réseaux sociaux, évidemment que tu décroches quelques contrats, mais enfin, c'est peanuts par rapport à ce dont tu as besoin pour vivre. Ouais. Et clairement, c'est quasiment impossible de vivre que de ça, quoi. Et puis, toi comme moi, on fait le choix aussi de ne pas raconter toute notre vie sur les réseaux sociaux. Moi, mon mari, il n'a pas envie d'apparaître sur les réseaux sociaux. J'ai pas envie d'afficher mes enfants. Alors, de temps en temps, on les voit vaguement de loin ou on les reconnaît pas trop. Voilà. Donc c'est quand même compliqué. En même temps, j'ai envie de partager mon expérience, mais du coup, je partage vraiment ma vie pro, rarement ma vie perso. Je sais que ça frustre certains et je peux comprendre que de temps en temps, tu as envie de savoir ce qui se passe aussi à côté, on se raconte dans notre vie pro et je comprends qu'on ait envie de connaître la vie perso. Mais en revanche, pour moi, je trouve que c'est compliqué de partager ça parce qu'en fait, il y a un moment où il faut savoir couper. Et ça veut dire que si je raconte ma vie perso, je suis tout le temps en train de filmer les moments que je vis et je les vis plus. Ouais, c'est vrai. Donc il y a ça aussi qui me gêne. C'est pas tellement que j'ai des secrets dans ma vie. Tout le monde sait que je suis mariée, que j'ai des enfants. J'ai une vie hyper classique et j'y tiens. Mais j'ai envie de vivre les moments. Et en fait, ceux qui vivent vraiment des réseaux sociaux, ils ne font que ça. En fait, ta vie est intégralement sur Instagram, ou principalement sur TikTok. Voilà. Je trouve que c'est difficile comme vie, quoi. Moi, je ne me verrais pas faire ça. Ouais, en fait, c'est vraiment... Après, tu n'as plus de vie, t'es un personnage public, clairement, comme ça s'appelle. Et tu filmes tout, quoi. Ouais. Tu vas au resto, on en parlait, tu vas au resto, tu dois filmer ton expérience resto. Le temps que tu aies tout filmé, tout photographié, etc., en fait, tu manges ton plat froid alors que c'était un plat d'un resto 3 étoiles. Ouais. C'est hyper frustrant. Complètement. Tu as un concert, tu publies tout ce que tu veux, mais du coup, en fait, tu as oublié de regarder le concert. C'est idiot, mais tous ces trucs-là, moi, je suis pas capable de le faire. Ouais, je comprends. Et c'est vrai qu'on a perdu ce côté profiter de l'instant. Tu vois, il y a une photo qui a choqué un peu tout le monde et tous ceux qui n'y étaient pas. C'est le passage à la nouvelle année sur les Champs-Élysées où tout le monde a filmé le feu d'artifice et on voyait que des téléphones et personne qui profitait. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'en fait, nous, on crée du contenu pour vous montrer ça et parce que c'est un boulot. La plupart des gens veulent maintenant percer un petit peu sur les réseaux. Alors je comprends, vous vouliez beaucoup être à notre place parce qu'effectivement ça fait rêver. C'est génial. Mais en fait, comme je l'ai dit, c'est une chance sur 100 000 d'en arriver là. Et il y a plein de gens qui me disent, voilà, ouais, mais toi tu y es arrivé. Pour moi, il y a un truc qui est vrai dans la vie, c'est quand on veut, on peut. Ouais. Tu y es arrivé parce que tu as bossé, encore une fois, comme un chien. Quand on veut, on peut et on n'a rien sans rien. Ouais. Si vous voulez le faire, faites-le pas juste comme ça. Essayez plutôt de profiter de la vie parce qu'on vit qu'une fois. Moi, ce que je dis, c'est qu'on vit une seule fois dans sa vie. De toute façon, on recommencera pas. Profitez du moment, vivez des expériences, mais n'essayez pas forcément tout le temps d'être sur les réseaux. Moi, c'est pareil. Je le fais un petit peu parce que c'est mon métier, on va dire. Mais franchement, il y a des fois, j'ai qu'une seule envie, c'est d'arrêter. Parce que c'est trop, tu profites plus pour toi et tu veux juste le faire pour les autres. Alors il y a plein d'avantages à le faire, parce qu'effectivement quand tu vis des expériences, là par exemple, ce qu'il faut dire c'est que là on travaille, on s'en rend pas compte, mais c'est du boulot de vous faire cette vidéo, puisqu'au final, avec Clémence, on passe des heures ensemble, on parle, etc. Mais là en fait, c'est devenu du boulot. Ouais. Là pour vous c'est du divertissement, mais en fait… Après, c'est du boulot sympa. C'est du boulot sympa. C'est ça. Moi, on est nombreux à dire, faut arrêter de dire qu'on fait que kiffer, etc. Effectivement, c'est véritablement du boulot, on l'a assez dit, et sincèrement, on bosse comme des malades. En revanche, c'est vrai qu'il y a aussi plein de moments où on bosse, où c'est sympa, parce qu'on bosse avec des personnes avec qui on a choisi de bosser. La majorité du temps, pas toujours, il y a toujours des contraintes. Il y a des parties du boulot qui sont vraiment pénibles et d'autres qui sont sympas. Moi, c'est vrai que je suis contente, je bosse pas derrière un ordi, sauf quand j'écris mon article, mais ça représente à peu près 50% de ma semaine. Le reste du temps, même pas 50%, le reste du temps, je tourne, j'enregistre, et donc il y a les deux aspects. C'est très sympa, en plus on bouge, on voyage, on découvre des choses, etc. Après, quand on voyage, on visite pas, donc on fait pas du tourisme. Mais on voit, tu vois,
dimanche dernier, il y avait un sujet qui était diffusé sur M6 où on était au Monténégro. J'ai pas visité le Monténégro. En revanche, j'ai vu les campagnes parce qu'avec la voiture, on bouge quand même. Donc, et j'ai vu que c'était magnifique. Et donc, tu as l'ambiance, tu as plein de trucs. Ça, c'est sympa. Ça, c'est un des aspects vraiment cool de boulot. Et puis même les personnes qu'on rencontre, comme on disait, par exemple, hier soir, on mangeait avec le directeur d'Audi-France, qui est au final très sympa. Hyper sympa. Ouais. Et voilà, on fait des rencontres de personnes comme ça incroyables qu'on ne croiserait jamais dans la vraie vie, quoi. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Il y a vraiment des... On a plein de choses qui sont hyper sympas. De temps en temps, ça aussi, c'est une des parties qui est vraiment très cool de notre boulot, c'est que les marques automobiles, elles sont souvent partenaires de certains événements. Renault de Roland-Garros, Cupra de l'Accor Arena, enfin des trucs comme ça. Certains de défilés de mode et tout. Et de temps en temps, pas tout le temps, on est invité sur ces événements-là. Et ça, c'est un peu une récompense de tout le boulot qu'on a fourni avant. Et ça aussi, c'est quand même des moments sympas qu'on a la chance de vivre et qu'on ne vivrait pas sinon. Donc moi, je suis d'accord pour dire qu'on a des boulots où on a de la chance et qu'on kiffe. Mais bon, on les a pas eu gratos. Ouais, c'est ça. On va dire c'est mérité. Ouais. Et tu vois, moi par exemple, il y a certaines marques qui me font confiance et il y a des voitures ou des marques avec lesquelles j'ai travaillé sans relâche. Je suis jamais payé. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis jamais payé. Les constructeurs, ils ne payent pas. Voilà, parce qu'on fait de la presse, donc on n'est pas payé. Nous, on n'est pas influenceurs. Alors, il peut arriver des fois qu'on ait des petits contrats. Des fois, je fais des vidéos sur des vélos, etc. Et c'est rare qu'on fasse des trucs rémunérés. Ouais. En tout cas, dans la presse, ça n'existe quasiment pas. Et des fois, voilà, on a des petits cadeaux. Tu vois, par exemple, le rallye qu'on avait suivi ensemble avec Toyota, ce genre de choses. Ça, on a quand même sympa. de très belles expériences des fois. Et c'est vrai que, alors ça, c'est des choses qui ne s'achètent pas, mais qui nous font kiffer dans la vie, quoi. Ouais. Donc, Il y a plein de choses. Le fait de conduire sur circuit. Ça nous arrive plusieurs fois dans l'année d'avoir la chance de conduire sur circuit. Ça, c'est extraordinaire. De conduire des spéciales. Moi, je préfère encore conduire spéciales que le circuit parce que c'est vivant, tu sais pas ce qui va se passer, il se passe plein de choses et tout. Donc moi j'adore. Tout ça, c'est quand même des opportunités qui sont folles. Ouais, c'est de très belles expériences à chaque fois, quoi. Parce que toi, tu as fait déjà aussi pas mal de circuits. Et est-ce que tu as pris des cours pour apprendre à piloter ou est-ce que tu as appris sur le tas? Alors j'ai appris sur le tas. Okay. Et, mon premier circuit, je me souviens. Alors du coup, c'était quand même mes débuts. Et alors que je suis quand même pas hyper girly, je suis arrivée avec un pantalon rose, une chemise à fleurs et il y avait que des mecs. Mais quand j'y pense, en fait, j'ai quand même changé mentalement. Moi, aujourd'hui, j'aurais plus l'idée d'arriver avec un pantalon rose. Bon, à la limite, pourquoi pas, mais du coup, vraiment, je dénotais et j'étais qu'avec des mecs. J'avais une boule au ventre de stress en disant, je vais conduire sur un circuit. J'étais en stress 2000. Et figure-toi que j'ai pas du tout terminé dernière. Je me suis pas mal démerdée. Après, je devais pas être non plus avec des stars, tu vois, du pilotage. Mais j'étais au milieu. Et puis après, petit à petit, j'ai progressé et je me débrouille pas si mal. Je suis loin d'être pilote. Jamais j'aurais cette prétention-là. Mais avec le temps. Et puis après, ça nous est arrivé notamment ensemble. Eh bien non, pas ensemble. L'année dernière, on a eu des coachs avec Toyota pour apprendre à drifter et à conduire sur circuit. Et ça a pu... En fait, moi, je sais que j'ai un problème sur le freinage qui est trop brutal, etc. Et donc, en fait, tu apprends à optimiser comme ça et c'est assez intéressant de mettre le doigt sur un point, puis tu apprends à avoir un freinage plus dégressif, même sur circuit. Parce que autant sur la route, tu penses à le faire, autant sur circuit, tu as l'impression que c'est pied dedans et hop là, tu repars. Voilà. Carrément. Donc maintenant, ça m'arrive de temps en temps d'avoir des petits coachings et tout, et ça, c'est sympa. Mais au départ, non, pas du tout. Et je te dis, je suis arrivée la poupée Barbie, quoi. Ouais. Ok. Ça, c'est marrant. Mais d'ailleurs, on avait fait, nous, au Castellet avec le Audi Experience, on avait gagné, on avait fini premier d'une course organisée officiellement par la FFSA, etc. Donc, on était premier quand même. On avait parti avec nos petits trophées, ça faisait plaisir. Une course avec tous les journalistes français. Il y en a plein qui étaient derrière, ils s'étaient dégoûtés. Ouais. Mais bon, on a gagné quand même. Ça, c'était une belle expérience. Et tu vois, c'est pour ça aussi que je fais ce métier. C'est pour tout ce côté très fun, super cool, où on vit des choses. Ça va peut-être se reproduire cette année. Alors, je ne sais pas si vous nous invitez encore ou pas. Ça serait ouf. Mais... Parce que moi, j'aime cette ambiance complète. Je suis hyper complète. En fait, je m'en fiche une fois que c'est terminé d'avoir perdu. Mais pendant la compète, j'ai envie de tout donner. Et toi, t'étais pareil. Enfin, toute notre équipe était pareille. Et franchement, cette ambiance, c'était vraiment hyper bien. En plus, c'était vraiment organisé avec les codes d'une compétition auto. Donc, tu avais vraiment
Ouais, c'est un truc un peu particulier. Moi, j'adore ça. Ouais. Moi, je trouve que ce qui serait cool, c'est de vivre plus d'expériences comme ça. Ouais. Parce que là, petit à petit, ça disparaît. Et d'ailleurs, toi, tu vois, qui as quand même commencé ce métier il y a une quinzaine d'années, tu vois l'évolution vraiment entre les voitures de l'époque et ce qu'il y a maintenant. Parce qu'à l'époque, l'électrique, on n'en parlait pas du tout il y a 15 ans. Et ce qui se passe maintenant, toi, qu'est-ce que tu en penses du présent et de l'avenir de la voiture? Il y a eu quand même un avant-après Covid. C'est-à-dire qu'avant le Covid, on avait déjà commencé à conduire des voitures électriques, mais on est rentré du confinement et j'ai l'impression qu'on a essayé plus que ça. Et dans les essais, du coup, je trouve ça un peu plus compliqué parce que les voitures ont peut-être un peu moins de personnalité parce que c'est les mêmes accélérations, c'est le même couple. Enfin, évidemment que c'est pas les mêmes chiffres, je veux dire, mais globalement, il y a quand même moins de personnalité. T'as plus l'enronnement du moteur de la même manière. Enfin, il y a plein de choses où tu te dis, bah en fait, dans mes impressions de conduite, ouais, ça marche, quoi. Voilà. Et donc, je trouve que là, tu regrettes un peu le thermique pour faire ta nana un peu réac. Mais donc, voilà. Et sur l'avenir, moi, je suis pas convaincue qu'on aille sur le tout électrique. Et très honnêtement, je ne l'espère pas. Je pense qu'il y a plein d'alternatives, notamment le e-fuel. J'y crois pas mal et je me dis que si on arrive à ça, peut-être qu'on aura de nouveau un amour de la voiture qu'on est en train de perdre quand même un peu en France. Ouais, les jeunes, ils ne sont pas pressés de passer le permis de conduire. Tu vas dans les grandes villes, il y a des politiques anti-voiture, etc. Donc au bout d'un moment, ça impacte véritablement l'intérêt qu'on porte à la voiture. Et aujourd'hui, la voiture, elle est vue plus comme un objet utilitaire, alors que vraiment, ça peut être un objet passion, quoi. Oui, clairement. Mais et le e-fuel, peut-être que ça permettra, moi je pense que toute cette politique anti-voiture et le fait d'arriver au 100% électrique, en fait tout ça, je suis pas contre l'électrique, mais si tu as plusieurs types de voitures, ça veut dire plein de personnalités automobiles différentes, et bah du coup chacun va s'y retrouver un peu plus, quoi. Ouais. Ouais, complètement. On ne peut pas plaire à tout le monde. Chaque utilisation a un petit peu son type de voiture. C'est comme, tu vois, rien que l'essence et le diesel déjà à l'époque. Oui, ouais. C'est deux utilisations différentes. Et c'est vrai que c'est pas facile. Je ne sais pas où va l'avenir. N'hésitez pas dans les commentaires, vous, à dire ce que vous en pensez aussi. Parce que moi, j'aime bien avoir les avis de tout le monde. Tu vois, moi, j'aime bien prendre des avis un petit peu partout. J'aime pas qu'on regarde juste ce qu'on pense. J'avais parlé avec les ingénieurs Toyota des 24 heures du Mans. Et ils nous expliquaient que, en fait, la législation allait beaucoup trop vite et que c'était presque une insulte à leur capacité à s'adapter au changement climatique, etc. Et qu'ils faisaient des progrès colossaux sur l'usure des pneus, sur la consommation. Et je me souviens plus des chiffres, mais je me demande si l'usure des pneus, ils ne l'avaient pas réduite de 50% en quelques années. C'était vraiment colossal. Ils disaient, en fait, on y arrive. On arrive, on va proposer des voitures qui sont beaucoup plus efficientes, qui sont moins polluantes, etc. Mais laissez-nous le temps d'arriver. Et en fait, ils étaient assez frustrés du fait que la législation aille trop vite et qu'en fait, on leur laissait pas le temps de développer tout ça. C'est comme là du jour au lendemain, dire hop, on passe à l'électrique 2035, on arrête les thermiques. C'est compliqué. En fait, les gens, ils peuvent pas. Les voitures coûtent cher. Les installations suivent pas partout. Tout le monde n'a pas ça. Dans les appartements, on peut pas se garer n'importe où. L'hiver, on te dit arrêtez de charger votre voiture, on n'a pas assez d'électricité. Et il y a actuellement même pas 5% de la population qui roule en voiture électrique. Imagine-toi où ce sera à 50% ou 100%, ça marche pas en fait. Non, c'est pas possible parce que même si aujourd'hui pour recharger ta voiture tu mets beaucoup moins de temps qu'avant, effectivement c'est ce qu'on disait, en 10 minutes tu peux déjà recharger plus d'une centaine de kilomètres, en 20 minutes tu as rechargé 80% de ta batterie, donc effectivement ça va vite. Mais imagine, je prends toujours l'exemple des départs au ski parce que tout le monde va dans la même direction, donc là tu as tout le parc automobile français, j'exagère un peu mais en gros tout le monde va dans la même direction. Si tout le monde met 20 minutes à charger sa voiture, en fait la file d'attente pour pouvoir recharger ta voiture elle va jusqu'à celle de l'autoroute. Ouais, clairement. Donc c'est quand même aujourd'hui c'est quand même un peu compliqué, même si c'est de plus en plus développé, qu'il y a de plus en plus de bornes, qu'elles sont de moins en moins en panne parce que tu avais ça aussi au départ. Quand même je pense moi je pense pas qu'on aille vers le tout électrique contrairement à ce qui est censé se passer. Tiens Clémence, toi qui parlais d'accélération, regarde, on est dans une S6, on va se faire un 70-110, t'es prête? Ouais. J'en perds mes lunettes. Attends, il te gâche ton accélération. C'est dommage, mais on double pas par la droite. C'est quand même assez fou l'électrique. Alors il y a ce côté-là. Elle couple. Putain.
Waouh, ça marche quand Ouais, même. ça c'est dingue. Non mais c'est pour ça, l'électrique, il y a plein de qualités à l'électrique. L'électrique en ville, c'est super agréable. Le couple qui est disponible instantanément, c'est génial. En fait, il y a plein de choses sympas. Mais encore une fois, ça correspond pas à tout le monde. Bah, déjà, les gros rouleurs, excuse-moi, C'est t'es compliqué. pas confiant quand t'es en 100% électrique pour faire des longues distances, même si aujourd'hui c'est jouable. Mais t'es quand même pas confiant. Donc en fait, il faut de tout. Il faut de tout pour faire un monde, c'est vrai dans l'automobile. Complètement. Tiens, moi je reviens à ton début de parcours, donc tes études, journalisme, politique, etc. Pourquoi tu n'as pas continué là-dedans? En fait, initialement, moi, vraiment, j'avais envie de partir en Asie, surtout, Ok. parce que j'avais fait quand même 15 ans de chinois. J'avais envie de partir en Asie pour être journaliste correspondante là-bas. Et en fait, ça s'est pas fait parce que j'ai trouvé un boulot chez Africasie et je pigeais chez Africasie et j'étais stagiaire, je pense, au début chez Africa International. Et j'adorais, je faisais des papiers de fond, enfin des articles de fond. C'était hyper intéressant et stimulant intellectuellement. En revanche, c'est une presse qui n'a pas d'argent parce qu'évidemment en France, ça touche une diaspora vraiment très précise. Et en fait, j'étais pas vraiment correctement, enfin j'étais pas correctement payée parce que c'est le système économique qui veut ça. Et donc j'ai cherché partout, mais partout. Je visais Géo, c'était le Graal pour moi, etc. Mais en fait, ils ont que des correspondants partout. Donc, soit moi, je partais en me disant, je vais essayer d'être correspondante. Donc, correspondant, c'est quand tu habites sur place. D'accord. Envoyé spécial, c'est qu'on t'envoie pour traiter un sujet. Envoyé spécial, ça coûte plus cher. Donc, généralement, ils essayent de bosser avec des correspondants. Mais toi, si tu veux être correspondant, tu dis, en fait, il faut que j'habite là-bas. Et après, je vois si je trouve des médias en France qui acceptent de prendre mes papiers, mes sujets radio et tout ça. Ok. C'est un peu, il y en a plein qui font ça et ils ont raison, etc. Mais moi, j'étais à une période de ma vie où je pouvais pas tout planter. En fait, j'avais rencontré mon mari qui avait pas du tout envie de me suivre en Chine. Et du coup, j'ai cherché partout. Et en fait, j'ai fini par trouver par Jean-Louis Moncey, qui était journaliste F1 et également sur Auto Plus, qui m'a dit, bon écoute, je t'ai j'ai pris un rendez-vous avec le rédac chef web d'Auto Plus. Ok. Et puis écoute, tu verras. Et moi j'étais là, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Je connais pas les voitures, etc. Et en fait, il me connaissait suffisamment bien pour lui sentir que ça allait le faire. Ok. Et donc ça a démarré comme ça, mais initialement je visais pas du tout la voiture. À la limite, les médias, cuisine, gastronomie, j'adore. C'est mon autre vraie passion, c'est la gastronomie, cuisiner, etc. Ok. Et sinon, je voulais aussi être journaliste de tennis parce que j'adore le tennis. Ok. Et puis en fait, petit à petit, le hasard de la vie, c'est là où on dit quand même dans la vie professionnelle, il faut quand même un peu de chance, des coups de pouce, des machins. C'est comme ça que je suis arrivée dans l'auto, mais heureusement, parce que tout ce que j'ai vécu avec la voiture, toutes les rencontres, en fait, j'adore ma vie. Et encore une fois, pourtant, il y a des sacrifices. Au début, qu'est-ce que j'ai peu dormi tellement je bossais, etc. Maintenant, je suis à une période un peu plus cool. Mais plus cool, il faut quand même le dire vite, parce qu'il y a quand même le boulot. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis vraiment contente de là où je suis arrivée. Ok. Et si tu devais changer ou l'avenir, tu le vois comment? Alors moi, depuis que j'ai 14 ans, j'ai envie d'être journaliste. Donc Ok. Donc tu as su que tu voulais faire, dans tous les cas, Ouais. des articles J'adorais ou écrire. En parler fait, quelque initialement, chose. je voulais Ok. être vraiment presse écrite. Ok. J'adorais écrire. Je dormais avec un carnet à côté de moi et souvent la nuit, je me réveillais et j'écrivais. D'accord. J'adorais écrire. Ok. Et chose que j'ai un peu Enfin, j'aime toujours écrire, mais j'ai moins le temps. Et pourtant, j'ai des projets pour l'instant, de bouquins pour enfants. Mais j'arrive pas à trouver le temps et c'est mon rêve ultime. J'aime vraiment écrire. Donc, je savais que je voulais faire ça c'était sûr. Donc, si aujourd'hui, je devais quitter le monde automobile, je me verrais pas quitter la presse. Donc peut-être que j'entrerais la presse gastronomique, comme je te disais. Ok. Peut-être que j'essaierais de retourner sur la politique asiatique et africaine ou la culture asiatique et africaine. Mais c'est vrai que moi, une reconversion, ça serait compliqué, même si je m'intéresse à plein de choses. Il y a plein de métiers que je trouve très cool, tu vois. Si j'avais eu les compétences, ce qui est très loin d'être le cas, tout ce qui est médical, je trouve ça fascinant parce que tu sauves des vies, etc. Complètement. J'en ai pas la capacité, je vais pas m'en convertir là-dedans. Donc vraiment, je pense que pour moi, le journalisme, c'est quand même
ma voie, quoi. Ok, et est-ce que tu conseillerais aux gens de se lancer dans le métier de journaliste aujourd'hui? Faut en vouloir, hein. C'est un métier qui paye pas bien, hein. Contrairement à ce qu'on pense, c'est quand même à la télé, hein. Ou peut-être même pire à la télé. Enfin, ça dépend des postes que tu as, mais il y a une différence entre animateur et journaliste, hein. Moi, je suis pas animatrice, je suis journaliste. Et j'ai eu une émission qui passe encore un petit peu, de programmes courts où là j'étais animatrice, et ben là c'est quand même, tu gagnes mieux ta vie. Mais journaliste, en fait, faut en vouloir. C'est un métier de passion et c'est vraiment, moi j'adore ce métier-là, donc oui, je le conseillerais 1000 fois. Mais alors, faut être sûr que tu as la niaque et que tu vas vraiment y aller, quoi. Okay. Il y a de fortes chances que tu sois pigiste, donc il faut que tu cherches différents médias pour vendre tes articles. Il faut être capable de démarcher. Après, si tu as un CDI, c'est tout bénef et là, ta carrière est lancée. Mais ouais, c'est du boulot, c'est compliqué. C'est combien d'années d'études pour être journaliste? Et c'est quoi un peu le parcours quand tu fais journaliste? Alors, journaliste, c'est des concours, c'est des écoles sur concours. Et c'est des concours qui sont ultra chaud. Okay. Et moi j'ai fait une prépa parce qu'en fait quand je préparais mes écoles de journalisme, moi je faisais un double master à Londres en politique asiatique et africaine plus en langue et civilisation chinoise. Donc c'était vraiment, j'étais une année où je bossais non, je ne veux pas mentir. Je bossais beaucoup, mais je faisais aussi beaucoup la taf. Okay. Et en revanche, intellectuellement, c'était probablement mon année la plus riche. Et puis en plus, tout se passait en anglais, donc c'était quand même hyper chaud. J'avais des grosses périodes de taf et des moments où je faisais vraiment la teuf et tout. Mais c'était quand même un gros boulot. Et en parallèle, j'avais via internet cette prépa journaliste parce que j'avais pas envie de perdre de temps. Et là, un des trucs qui m'a traumatisée, je devais ficher Le Monde pendant 6 mois où je devais connaître par cœur jusqu'à chaque nécrologie. Et après, sur les épreuves journalistiques, je pouvais être interrogée sur n'importe quelle question des 6 derniers mois du Monde. Donc c'est quand même hyper hardcore. Après, tu avais d'autres épreuves, etc. Et je les ai pas eues parce qu'en fait j'ai eu des super notes dans des matières, dans des critiques de films, j'ai eu des super notes. Finalement j'ai eu dans plusieurs concours la note éliminatoire en actu, donc le fichage du Monde parce que je l'avais pas fait correctement et tout. Et après tu te lances quand tu as le concours, donc tu as l'écrit, après tu as les oraux et après tu te lances dans 2 ou 3 ans d'études. Et moi, mon regret, c'est que comme j'ai trouvé en rentrant de Londres du boulot, j'ai pas persévéré. Je me suis pas dit je retente l'année d'après. Je me suis dit attends, j'ai un poste, franchement je vais pas le lâcher pour retourner à l'école. Et je pense qu'en fait tu apprends des trucs qui m'auraient fait gagner du temps sur d'autres points. Ok. Et qu'est-ce qu'on apprend concrètement dans une école de journalisme? Eh ben, tu apprends tous les postes. Donc tu apprends à faire de la télé, de la radio, parce qu'en fait c'est idiot, hein, mais tu vas pas parler, par exemple on parle de la S6 dans laquelle on est là, je vais en parler différemment à la radio, à la télé, à l'écrit. Donc tu apprends à avoir ces 3 langages différents. Tu apprends à poser ta voix quand c'est oral, tu apprends le langage du corps parce que en fait tu fais de la télé ou YouTube, tu sais pas quoi faire de tes bras, etc. Tu apprends tout ça et puis tu apprends à cadrer. En fait, tu apprends tous les backstage, tout le côté technique aussi qui est peut-être sur le papier, dans l'imaginaire des gens, moins journalistique. Mais en fait, quand tu sais, aujourd'hui, tu es obligé de savoir filmer, prendre le son, tu es obligé de savoir monter. Aujourd'hui, les journalistes, ils n'ont pas tous derrière un ingé son, un cadreur, un monteur. On est nombreux, toi, typiquement. On est nombreux à devoir tout savoir faire. Moi, quand j'étais chez Autoplus, j'ai fait du montage. J'étais là à ramer sur mon logiciel. Et puis petit à petit, en fait, tu y arrives. Mais c'est là où l'école de journalisme, c'est pas mal. Et puis l'école de journalisme, c'est pas mal aussi parce que tu as des contacts à la sortie de l'école. Et trouver du boulot en tant que journaliste, encore une fois, il faut s'accrocher parce que les places sont chères. On est nombreux à vouloir faire ça et pas nombreux à décrocher un boulot. Donc l'école de journalisme, pour ça, si vous avez les reins pour travailler et préparer ces concours qui sont vraiment hardcore, ça vaut le coup parce que c'est quand même un sacré pied à l'étrier. Ok, intéressant.
Parce que tu vois, moi, j'ai pas fait d'école de journalisme du tout. Moi, je suis arrivé là un petit peu par hasard. Et à force de travail et de le faire différemment grâce à ces réseaux sociaux qui changent quand même la donne. Ouais, ça facilite un peu. Oui, ça facilite un peu la donne. Et en même temps, il y a du coup encore plus de personnes qui s'essayent à l'exercice. Et comme je disais, c'est quand on veut, on peut. Si on veut se donner les moyens, il va falloir bosser par contre plus dur que n'importe quel journaliste qui est arrivé là parce que vous n'avez pas les connaissances, vous ne savez pas le faire comme ça, on n'a pas tous les codes et autres, on ne sait pas comment trop démarcher, etc. Mais si on a la niaque, je pense, en fait, on peut tout faire dans la vie, je pense. L'autre avantage, en revanche, parce qu'il y en a quand même un à ne pas avoir fait d'école de journalisme, et j'ai eu plusieurs fois ces retours-là, c'est que j'ai pas le ton journalistique stéréotypé. Ouais. Et ça plaît aussi. Bah, forcément, tu t'inventes ta patte. On t'a pas dit, il faut parler comme ça, il y a telle intonation. Il y a souvent la même intonation, tu vois, à la télé, comme un peu musicale. Et moi, du coup, je l'ai pas du tout, ce truc-là, parce qu'on m'a pas... Alors, je sais le faire, mais en fait, j'ai pas appris à parler comme ça, donc je vais, à moins qu'on me demande de le faire, je vais pas le faire parce que c'est pas ma façon de parler. Et du coup, ça peut aussi te donner un peu plus de personnalité. Après, tous les journalistes se font pas. Tu le vois, par exemple, à la radio ou à la télé, tu as souvent ça. Aujourd'hui, sur Turbo, nous allons découvrir la nouvelle Audi A6. Mais tu sais, il y a ça avec les voix qui montent et la fin de phrase. Souvent, c'est un phrasé où la fin de phrase remonte. Exactement. Alors, je le fais un peu plus en voix off parce que en voix off, t'as pas le choix. Tu te rends compte que si tu parles, si t'exagères pas, tu t'écoutes. Parce qu'au début, j'exagérais pas dans ma façon de parler. C'est plus que même de faire cette musicalité. Moi, je tape un peu plus sur des mots. Enfin, t'as des techniques. Tu souris. Hein, moi, je fais des petits. Au début, je faisais des petits smileys sur mes voix off pour pas oublier de sourire parce qu'en fait, ça s'entend. Mais si tu parles comme tu parles là et que tu t'écoutes après, tu te dis ouais, mais en fait, c'est trop chiant ce que je raconte. T'as l'impression que je suis en dépression. Et donc là, t'es dans ta cabine mais t'exagères tout. Et c'est vrai que, tu vois, typiquement Étienne et Cyril sur Turbo, les deux, ils m'ont un peu coaché. Et j'étais mais attends, là, tu m'en fais faire des caisses. Puis t'écoutes après, tu fais mais oui, en fait, c'est mieux. Moi, j'adore Étienne. Franchement, la voix qu'il a dans ses reportages et tout, je trouve ça incroyable. Il a la même voix dans la vraie vie pour le coup. Et c'est trop bizarre parce que quand tu l'entends parler et il te parle, il a toujours cette intonation en plus parce que je sais pas si c'est une déformation professionnelle ou pas, mais quand il te parle, il est pareil. Et la première fois que je l'ai entendu, tu sais, j'ai entendu sa voix au loin et je fais oh il est là. Ah oui, tu reconnais. Ouais, tu reconnais carrément. Mais du coup, tu captes un peu l'attention parce que effectivement, du coup, en fait, c'est une façon de parler qui fait que t'écoutes parce que tout est clair, posé. Tiens, Clémence, fais-nous rêver, fais-nous une petite voix off. Mais je te dis, moi, j'ai pas ce phrasé. Nous sommes aujourd'hui dans la S6, la nouvelle Audi. Tu vois, c'est plutôt. Mais ça change tout de suite, tu vois. Ouais, bah oui, parce que je te dis, tu vois, là j'ai appuyé sur la S6. En fait, si tu dis, nous sommes aujourd'hui dans la S6, la nouvelle version électrique, et encore là, j'ai même encore un peu fait la voix off. Mais si tu le dis normalement, je te jure que cette voix sur l'image, ça donne rien. Et donc, tu es tout de suite obligé de tout de suite un peu switcher. Donc, tu parles plus doucement, ce qui pour moi est une épreuve. Tu parles plus doucement. Tu essayes de plus appuyer certains mots. Il faut appuyer les bons parce que de temps en temps, tu appuies le mauvais. Tu te dis, non, pourquoi j'ai appuyé sur 1 alors que c'était autre chose qu'il fallait appuyer. Donc, il y a t'apprends. Tout ça, typiquement, je l'aurais appris en école de journalisme. Et là, j'ai appris après, c'est pas dramatique, mais du coup, quand tu arrives sur un banc de montage et que tu sais que tu vas devoir faire ta voix off, au début, t'es pas fier, parce que tu sais qu'en plus, c'est ce que je dis, toi, quand t'es derrière un bureau et que tu dois, j'en sais rien, moi, t'as une presse à faire. Je sais pas parce que moi je bosse pas derrière un bureau, mais en gros quand tu fais une erreur dans ton boulot, tu dois rendre des comptes à ton boss. Nous, quand on fait une erreur, en fait, t'es vu par 800 000 personnes pour Turbo, par je sais pas combien sur les chaînes YouTube. En fait, ton erreur, elle est publique. Et là, tu te fais lyncher. On te loupe pas. Toi, t'as pas le droit de faire la moindre erreur. Et ça, c'est un peu dur dans notre boulot. C'est vrai que ça, c'est une pression quand même assez constante que tu as au-dessus de toi, te dire faut pas dire de bêtises, et des fois tu dis une bêtise. Vous êtes très très fort sur internet pour nous démonter. Et tu sais que tu vas faire des erreurs, ça n'existe pas de jamais faire d'erreurs. Donc t'en fais pas systématiquement, mais toi dans ton boulot, n'importe quel autre boulot, tu vas faire des erreurs, mais c'est normal. Et nous, ça nous arrive aussi d'en faire, et pareil, c'est normal. Pourtant, on bosse nos sujets, on n'arrive pas à l'impro en se disant on bosse nos sujets, mais il y a des moments où sur une subtilité, je sais pas quoi, ou un truc que tu arrives moins à retranscrire et tout, tu vas faire une erreur.
on se fait lyncher. Et ça, moi, ça, je trouve ça dur. J'ai du mal à prendre du recul en me disant, bon, bah, c'est pas grave, ces gens-là, je ne les connais pas, ils n'ont pas apprécié que je me plante, mais en fait, nous aussi, on a le droit de faire des erreurs et on est désolé et c'est pas bien, on aurait dû peut-être mieux bosser, etc. Mais c'est sûr qu'on en a fait et on va en refaire. Ouais. En fait, parce que les gens ne savent pas forcément. En fait, on est toujours dans le stress, c'est très rapide. Des fois, on fait des essais. Par exemple, dans ce métier, on fait des essais, mais des fois, on n'a pas le temps. Je vous montre des fois des vidéos, des backstage. Il pleut énormément et on doit se précipiter entre deux nuages, etc. Et des fois, c'est pas forcément facile. Et j'avoue qu'Internet, pour ça, alors moi, je trouve qu'Internet, ça a rendu les choses très dures et que les gens sont très critiques facilement derrière un clavier parce que c'est un pseudo ou autre. Ouais. Et ça, c'est pareil, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est très facile de critiquer. Alors, autant tu es avec tes copains, tu dis, ouais, ta vie, il est nul, etc. Je m'en fiche, tu vois. Bah oui. On a tous critiqué quelqu'un, on a tous été le petit vilain petit canard de quelqu'un. Mais va pas embêter cette personne. Et moi, j'essaye, tu vois, de penser positif. Franchement, moi, je suis trop pour un monde de paix où tout le monde s'aime. Oui. Tu vois, moi, je comprends pas les frontières dans le monde, je comprends pas ça, je comprends pas qu'il y ait la guerre aujourd'hui. Pour moi, on devrait tous être copains. On est en 2025, on a tous les réseaux sociaux. On devrait tous s'aimer, s'entraider, devenir plus intelligents chacun, se dire, venez, on s'élève tous ensemble et on devient intelligent, plutôt que, regarde, venez, on le critique et on fait que ça, que le défoncer. Et il y a plein de gens. Moi, je le vois sur les réseaux sociaux parce que dans ce métier, tu vois, il y en a qui arrivent, des nouveaux journalistes, des nouveaux youtubeurs, des nouveaux aussi, etc. Et il y en a qui ne comprennent pas que les gens, ils vont t'attaquer. Moi, j'ai une chance énorme, c'est la communauté sur cette chaîne YouTube est franchement très gentille. Moi aussi, j'ai quitté Twitter et maintenant Instagram, Turbo et même quand je suis sur ta chaîne, honnêtement, les gens sont vraiment hyper sympas. Carrément. Mais j'ai quitté Twitter pour ça, tu vois. Et je vais même aller plus loin. En fait, j'ai changé dans le boulot ma façon de m'habiller. Pour, tu vois, je disais que ma première expérience circuit, j'étais en pantalon rose. Aujourd'hui, plus jamais, je suis quasiment que en pantalon. Dans la vraie vie, je mets des robes, des jupes, des shorts, etc. Parce que je veux me déféminiser pour moins appeler la critique. Le fait que je sois une femme, j'ai la critique qui est beaucoup plus facile contre moi parce que on m'attend vraiment en tournant et j'ai déjà eu des commentaires, non mais elle se prend pour qui cette poufiasse, des trucs comme ça, tu vois. Et vraiment, ça c'est un peu dur. Et donc du coup, alors qu'aujourd'hui on est censé être dans la promotion de l'égalité homme-femme, etc. Aujourd'hui, moi je me suis déféminisée au boulot et je fais hyper attention d'avoir des tenues neutres, etc. pour pas qu'on se dise que je suis la potiche qui arrive et qui va rien savoir. J'essaye d'être crédible. Mais c'est fou ça. Et tu vois, justement, dans l'égalité, on se dit, voilà, on avance, on essaye de progresser. Et se dire que, tu vois, tu arrives à penser ça, ou même les critiques, en fait, il y en a plein qui sont sensibles ou fragiles, qui peuvent tomber en dépression et se mettre très très mal à cause justement des critiques que l'on émet sur eux. Et tu vois, moi perso, ça m'embête de me dire que tu penses à ça, que tu vas pas t'habiller comme tu veux, que ça te plaise pas, etc. Parce que c'est dommage parce que tu te prives toi. Parce que à la base, si tu te fais belle, c'est pour toi dans un premier temps. Et c'est même dommage parce que moi, j'adore voir une belle femme. Tu vois, c'est con, mais au final, ça prive tout parce qu'en fait, il y a des idiots qui pensent d'une façon différente et je trouve ça dommage. Tu vois, que tu puisses faire, si tu veux, une émission en robe et que tu as envie de mettre une robe longue, mini-jupe ou autre, tu fais ce que tu veux. Moi, je dis que du moment que tu assumes ce que tu fais et que tu es heureuse dans ta vie, normalement, c'est ça et on ne devrait pas avoir de critiques. Alors oui, heureusement qu'il y a des critiques parce qu'en ce moment, le monde là, ça devient n'importe quoi. Il y a des gens qui se prennent pour des poissons rouges, etc. Après, voilà, bon, moi, je laisse libre à chacun, mais bref, tu fais ce que tu veux dans ta vie du moment que tu ne m'imposes rien et que moi, je ne vais pas t'imposer de faire des choses. Et moi, ce que j'aime, c'est la liberté et de faire ce que tu veux, tu vois. Et la liberté, en fait, ça se choisit, quoi. En fait, tu n'es pas naturellement libre. Et c'est marrant, j'ai réalisé ça en faisant mes podcasts et en écoutant les réponses des femmes que j'interviewais. Et je me suis dit, mais en fait, moi aussi, je me suis laissée influencer par le regard extérieur, la critique, le machisme, etc. Et du coup, j'essaye de temps en temps, mais ça me coûte, de revenir sur un essai un peu plus féminine. Mais tu vois, je m'en souviens. Je me souviens que sur l'essai du Hyundai Inster, j'étais en short. Mais ça a été... Je me suis dit, ok, cet essai-là, je pense que je sais à peu près qui y a, je maîtrise le truc. Je me force parce que ça m'énerve d'être à la merci de ces critiques-là et tout. Mais tu vois, aujourd'hui, je suis en pantalon. Hier, j'étais en pantalon et ça va arriver une fois sur 6 mois. Ouais, je vois. Mais bon,
C'est dommage. Mais bon, on Ouais. fait avec. En tout cas, moi, je suis content de t'avoir à chaque fois. Et je pense que sur la chaîne, vous aimez bien Clémence aussi. Ça nous fait toujours plaisir de t'avoir ici. Moi, je suis pour, à chaque fois, pousser les femmes. Il y a quelques-unes dans ce métier. Moi, à chaque fois, je leur dis, si vous voulez venir bosser avec moi ou qu'on fasse des essais ensemble, moi, je suis pour parce que je trouve que ça manque de femmes. C'est une vision différente. C'est pas parce que tu es une femme que tu sais pas conduire. C'est pas parce que tu es une femme que tu t'y connais pas en voiture. Ouais. Il y a des femmes, comme tu disais, Margot Lafitte, par Margot, exemple. ouais. Voilà, elle pilote, etc. Il y en a des très bonnes. Des pilotes, il y a Sarah Bovy, par exemple, une Belge avec qui j'étais déjà monté en voiture et qui pilote, mais qui me la met comme jamais sur circuit. Ouais, mais Il y a plein. Lynn, par exemple, Lynn Piguet, pareil, elle conduit, elle est instructrice, etc. Et on en Ouais. connaît plusieurs. Et moi, je trouve ça fou. Et merci quand même, mesdames, de venir dans ce milieu et de montrer à certains hommes aussi que vous êtes là. Et je pense que c'est important. Et de faire perdurer regarde ça. ce que fait Suzy Wolf. Moi, je suis ça Ouais. de près. Je trouve ça génial. La F1 Academy, Mhm. qui est une académie pour les femmes qui a lieu en parallèle de certains grands prix, pas Mhm. tous. Et elle démarre les femmes en F4, mais l'objectif, c'est de monter. Est-ce qu'elles iront jusqu'en F1? Je le souhaite. Après, t'en as qui disent que les femmes, physiquement, c'est pas en termes de capacité, mais c'est juste physiquement. La F1, c'est quand même un peu raide. Et d'ailleurs, Margot Lafitte, dans une interview du podcast, me racontait que rien que la Formule Renault, son père lui avait dit, demande à ce qu'on te mette des coussins sur le côté parce que tu vas voir, c'est quand même un peu raide. Et elle se dit, non mais moi je suis la seule nana, je vais quand même pas arriver en disant, s'il vous plaît, vous pouvez me mettre des trucs sur le côté pour maintenir ma tête. Et elle a détesté l'expérience parce qu'en fait, elle n'était pas suffisamment musclée du coup et elle n'arrivait même plus à maintenir sa tête à la fin. Et bon, après, ça s'entraîne aussi, mais physiquement, c'est très sollicitant la F1. Clairement. On n'est pas juste assis dans un siège baquet et on fait rien. Mais si jamais les femmes arrivent là, je pense qu'il y aura peut-être un déclic aussi parce que les femmes, elles sont sous-représentées parce qu'en plus, elles-mêmes, elles se disent que c'est pas pour elles. Ouais. Donc il faut arriver à avoir ce déclic à la base, que les femmes aillent dans ces métiers d'ingénierie automobile, qu'elles s'intéressent au pilotage, qu'elles s'intéressent à plein de trucs. Mais moi, j'y crois. Je pense que ça va arriver parce que les femmes, elles aiment la voiture. Les peu de femmes qui aiment la voiture, elles s'y connaissent vraiment bien. Oui, clairement. Après, voilà, comme tu dis, il y a le côté physique. Alors, tu ne pourras pas comparer un homme et une femme. Ça, c'est génétique. On ne peut rien y faire. Ouais. Tu vois, moi, je m'intéresse quand même pas mal aux femmes aussi. Et je regardais des émissions où ils disaient, par exemple, même les femmes, il y a les cycles menstruels. Et en fait, ça joue sur les hormones. Et les hormones, le taux de testostérone, et il y a d'autres noms, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Mais par exemple, pour les JO, les femmes essayaient de régler leur période de règles juste après les JO pour que justement il y a cet effet d'hormones qui joue et que ce soit pas après les règles parce qu'en fait tu as une baisse physique du corps et ça les hommes nous on est tranquille, nous on s'en fout tu vois, on est là, on est pareil tout le mois, on n'a pas les hormones qui peuvent nous faire pleurer parce que je sais pas c'est les hormones et puis tout d'un coup tu te sens triste, nous on n'a pas tout ça. Et c'est clair que c'est différent. Alors, il faudrait adapter les sports un petit peu différemment, mais après, normalement, on se dit, voilà, c'est sur le même pied d'égalité. Mais en fait, vous, naturellement, vous ne l'êtes pas. En fait, c'est ça qui est différent. Ouais, en fait, un homme et une femme, c'est pas la même chose. Donc, il y a un moment où on ne va pas nous parler d'être exactement pareil, et physiquement, et mentalement, etc. En revanche, on a les mêmes capacités à développer à différents moments, différemment, etc. Je suis persuadée qu'on est capable quasiment des mêmes choses. Alors là, c'est ce que je disais sur la F1. La question se pose. Il y a des femmes qui sont ultra musclées. Est-ce qu'elles ne sont pas capables de tenir un grand prix aussi Peut-être. Peut-être, mais c'est sûr qu'on n'est pas pareil. On n'est pas foutu pareil. Donc voilà. Mais en revanche, il ne faut juste pas empêcher quelqu'un de monter parce que c'est une femme ou parce que voilà, faut pas s'arrêter sur les préjugés. Ça, c'est difficile à faire. Mais même, j'ai envie de dire. Même moi, de temps en temps, c'est normal, c'est encore une nana au volant. Mais non, qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais. En fait, ça nous est tellement rentré dans la tête que inconsciemment on y pense. En fait, il faut changer ce déclic. Et on ne peut pas se dire non, mais c'est parce que. En fait, il faut changer ça. Et ce que je dis, c'est voilà, moi, le seul truc, c'est pense à ta vie, à toi perso, occupe-toi de tes affaires, fais ce que tu as à faire dans la vie. Tu vois, moi, c'est comme ça que j'ai réussi et que cette chaîne marche autant. Je n'ai pas écouté les autres. Il y a plein de gens qui, au début, se foutaient de moi. Franchement, j'ai des mecs qui disaient regarde la youtubeuse là, coucou les loulous et tout. J'étais là, ok. Et tu sais, aujourd'hui, qui sont là quand j'ai une McLaren, oh Nico, tu peux passer venir me voir et tout. Je fais je te rappelle. C'est ça. Oui. Et non, il y a des gens qui vont pas croire en toi. Je pense que
presque tout le monde est capable de réussir quelque chose s'il en a vraiment l'envie. Moi, mon père, il me disait tous, on a tous le même cerveau, à peu près. Si on veut, on peut y arriver, tu vois. C'est juste, il faut se former. C'est de la volonté. Si tu as des affinités avec quelque chose, il y a des gens, regarde, mais ce que je dis, c'est dans la vie, il y a tout. Il y a des gens qui vont être astronautes, il y a des gens qui vont être physiciens. Moi, j'aime pas du tout les mathématiques. Ah, moi non plus. Et si on m'avait donné l'envie d'aimer, moi j'ai eu des professeurs à l'école qui étaient très bons. La SVT, j'ai eu un prof d'SVT au collège. Il était incroyable. Le mec m'a adoré ça. Parce que il m'intéressait au truc, il me donnait des petits tutos, il nous faisait faire des trucs super cool, il nous expliquait des choses, mais avec une façon pédagogique de le faire. Moi, j'ai des profs de français, tu vois. Je l'ai fait pendant 1 an à l'étranger. Et je me suis dit, je vais être le prof que tout le monde adore et qui donne envie. Et franchement, moi, j'enseignais à des gens qui étaient adultes, même des gens de 55 ans. J'ai enseigné au chef de la police du pays, pour te dire, qui était genre le mec juste en dessous du Premier ministre. Je lui ai fait chanter ce rêve bleu d'Aladin. J'adore. Tu vois, parce que je voulais des trucs fun et je veux que ce soit simple. Et je veux que les gens, tu vois, se libèrent. Et il adorait. Et je faisais des trucs comme ça. Et j'ai fait écouter le Roi Lion. Moi, j'adorais le Roi Lion, tu vois. Mais je me dis, viens. Et je fais faire ça à des gens. Il faut le faire simplement, faire ce qu'on aime. Et si tu fais quelque chose que tu aimes et tu le montres aux gens. Je suis d'accord. Eh ben, je pense que en fait, tout peut être fun. Voilà, tout peut être fun dans la vie. Tu peux amener des choses que les autres ne vont pas aimer et se dire tiens, ça peut être plus cool comme ça. Moi à l'école, je faisais, moi j'ai un bac STI génie mécanique, je faisais l'étude des forces sur les objets, les matériaux, etc. On avait un truc qui s'appelait les torseurs. C'était des calculs physiques, mais hyper chiants. Mais c'est un truc, tu le vois sur un papier, tu te dis mais qui a écrit en hiéroglyphe là? Et en fait, il n'y avait même pas de chiffres, c'était que des X avec des machins, des fonctions, des trucs. Quel enfer. Et j'ai pas du tout aimé ça. Et un jour, il y a un prof qui m'a expliqué, il m'a dit non mais regarde ça, tu prends ça, ça c'est la force. Et tu sais, il me l'a expliqué et j'ai dit ah. Et j'ai compris le truc. Les trucs, les A plus B moins B au carré, ça m'a saoulé ça. Déjà à partir du moment où ils ont mis l'alphabet dans les lettres, enfin dans les chiffres à l'école, j'ai dit ils sont où les maths? Moi j'aimais bien les plus, les moins, les soustractions, les divisions. Je suis d'accord. Il est où X? Je sais pas X. Moi je le vois sur Canal des fois le samedi soir, mais c'est tout. Voilà. Et moi j'avais pas aimé ça parce que j'ai pas eu le professeur qui m'a donné l'envie de le faire. Et je pense que, tu vois, c'est comme dans ce métier, je me suis dit, tiens, il y a des gens qui réussissent à le faire, il y a des gens qui sont motivés. Moi, tu vois, clairement, j'ai créé cette chaîne parce qu'il y avait Akram, qui est un youtubeur automobile milliardaire de sa famille, qui a très bien réussi et qui faisait des vidéos à l'iPhone, tu vois. Et je me dis, putain, merde, lui, il fait des vidéos comme ça. Moi, je sais faire de la photo parce que c'était un truc qui me plaisait, je sais faire de la vidéo, viens, j'essaye. Et c'est ça qui m'a donné l'envie de me dire, si lui, il peut le faire, moi, je peux le faire. Et je me suis rendu compte que non, je ne pouvais pas le faire comme ça. Et en fait, je me suis dit, si, je vais pouvoir le faire, mais je vais bosser plus que tout le monde. Je vais dire oui à tout. J'ai essayé tout type de voiture. À la base, j'étais parti pour faire que des voitures sportives. Je dis oui à tout. Oui, oui, oui. J'essaye des Dacia, j'essaye des trucs. La première fois qu'on m'a dit pour Dacia, je me rappelle avoir dit, mais écoute, tu sais qu'une Dacia, j'en ai jamais touché une, même avec un bâton, tu vois. Et je m'en foutais des Dacia parce que moi j'avais le plaisir de l'auto et en fait petit à petit j'ai découvert que j'aimais ça et je me suis dit tiens je vais le faire découvrir à tout le monde et il y a plein de gens maintenant qui regardent de tout et je trouve ça intéressant quoi. Mais non mais c'est sûr. Et c'est comme toi tu vois, tu dis voilà je bosse un petit peu là, je fais un petit peu ça, tu t'apportes des expériences et en fait dans la vie il y avait le film Yes Man qui était sorti où il disait oui à tout. Et en fait je vois très bien. Voilà, je me suis fait un petit peu le même principe dans la vie de dire oui à tout et de me dire voilà et tu vois ça permet de faire des Oh putain, moi j'ai des... Oh putain, ça pousse. Je supporte pas bien les jets. Une fois que c'est lancé, ça j'ai des vertiges de ouf. Mais tu vois, ces expériences et pouvoir se faire ça, et ces petites ces sensations et tout, je me dis, voilà, j'aurais jamais vécu ça si j'avais pas bossé plus que tout le monde. Et pour parler avec beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup d'entrepreneurs, ils te diront tous, il y a forcément un moment où on a bossé comme des malades. Ouais, ça c'est sûr. Et moi, il y a un autre truc. Je me suis toujours dit, si j'ai peur d'y aller, parce qu'évidemment, tu as des moments où tu dis, non mais là, je le sens pas, je sais pas, c'est trop dur, c'est trop haut pour moi, etc. Si j'ai peur d'y aller, c'est que c'est là que je dois aller. Donc généralement, plus ça me fait peur, plus j'y allais, avec un nœud dans le bide. Mais je pense qu'il faut du boulot et un peu d'audace, de courage. Parce que c'est là où il faut aller, parce que c'est là où tu vas te dépasser.
Mais voilà. Et de la persévérance, Ouais. et de la récurrence, et de la discipline. Et je pense que si tu Et arrives un à... peu d'être créatif. Il faut savoir tout le temps se renouveler. Toi, tu remets toujours en question ce que tu fais. Moi, c'est pareil. Je suis toujours en train de me dire, j'ai toujours un projet en tête. Est-ce qu'il va voir le jour? C'est pas sûr. Tout ne voit pas le jour. Mais j'ai toujours un projet en tête en me disant, je pourrais faire ça et ça. Et puis de batterie. Il n'y a plus de carte mémoire. Tellement on parle. Là, on a beaucoup parlé. Là, il en reste un petit peu. Mais à mon avis, ça va pas tarder à s'arrêter. Désolé, en fait, on a tellement parlé qu'on a rempli la mémoire de 48 gigas. C'est sûr qu'il y a des trucs à raconter quand tu es Bon. entrepreneur, quand tu es dans notre filière où en fait on vit quand même des trucs de ouf, que il faut s'être battu pour y arriver, que tu as plein de casquettes. En fait, Clairement. c'est long. Mais bon, bref, du coup, je ne sais plus trop ce qu'on disait, mais je crois qu'on disait qu'il fallait se battre. Et je Exactement. pense que ça, c'est vrai dans n'importe quelle filière, pas Ouais. que chez nous. C'est vrai. Mais bon, en tout cas, si vous avez bien aimé cet épisode, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, tout ça. Merci Clémence, en tout cas. Merci de m'avoir reçu. Finalement, ça s'est bien passé, malgré le stress de départ. Carrément, on a fait un petit peu plus d'une heure. Au final, ça nous a bien passé la route parce qu'on avait 2 heures de route. Ouais. Bon, il nous reste encore de quoi blablater un petit peu. Mais moi, je trouve ça plutôt sympa de découvrir comme ça un petit peu ton expérience, ta vie et autres. Ce parcours, au final, le fait que toi aussi tu fasses des interviews, je trouve ça plutôt sympa. J'adore cet exercice parce qu'alors on parlait de rencontres, mais Ouais. ça c'est magique. Et puis surtout, j'interviewe des femmes un peu de tous les univers, pas du tout que voiture. Et donc je découvre plein de choses. J'ai interviewé une championne d'apnée. Ok. J'ai interviewé donc Margot Lafitte, là c'était voiture. J'ai interviewé Sarah Lavoine qui elle est donc dans la déco. J'ai un milliard de personnes, des actrices, des cuisinières, des chefs, Ok. plein de choses. Et ça c'est génial. Donc Ouais, j'adore. Et il y a toujours une petite capsule automobile parce que quand même Ok. faut pas exagérer. Mais globalement j'adore. C'est des vraies rencontres. Ok, bah moi, voilà, ce que je vais me dire, c'est je vais essayer dans des voitures différentes à chaque fois d'emmener quelqu'un, une petite balade comme ça. Et est-ce qu'on parle d'automobile ou pas, mais voilà. N'hésitez pas à vous mettre dans les commentaires qui vous voulez qui passe là sur mon siège passager, peu importe la voiture. Des fois ça va être des voitures rigolotes, des fois ça va peut-être ma Twingo, des fois ce sera peut-être des voitures de luxe, de sport, ce sera peut-être la voiture du propriétaire, pourquoi pas, mais je veux vous emmener comme ça, découvrir plein de choses avec des gens, rencontrer de nouvelles personnes, des parcours un petit peu atypiques, comme toi par exemple, tu vois, faire de la politique et ensuite se dire bah tiens finalement je finis journaliste auto et on ne sait pas où ça mènera. Moi je peux dire que je trouve que tu devrais mettre dans ce siège-là Ouais. Harry. Harry, Harry, ça effectivement. pourrait être hyper intéressant. Alors lui, il a des trucs à raconter. Hein. Carrément, une vie de folie quand même, Harry Vatanen. Ouais. Ah, il faudrait que je l'emmène. On va l'appeler Franchement, Harry. ouais. Et je vais l'appeler. On a quelques contacts. Grâce à ce métier, on arrive quand même à se faire des contacts assez sympas. Mais je compte sur vous aussi parce que la chaîne appartient un petit peu aux gens qui la regardent. Parce que certes, c'est ma chaîne, c'est moi qui l'ai créée. Mais en fait, sans l'audience qui est là, Ah ouais, eh ben, au final, on serait rien du tout. Et c'est pareil pour tous les stars de cinéma. Georges Clooney, c'est grâce à lui parce qu'il fait des films stylés. Mais si vous regardiez pas les films stylés, bah, il serait personne. C'est clair, je pensais Donc, pas dire ça, mais on est là grâce à vous. Je pensais pas qu'un jour je dirais ça. Ça fait une grosse resta alors que Ouais. rien du tout, on est personne. Ouais, exactement. Mais en vrai, c'est sûr que si personne nous lit, nous regarde, nous écoute, Exactement. on n'a pas de boulot. Hein. C'est ça. Donc, merci encore à vous. Merci à toi, Clémence. Merci Nico. Et puis, on te retrouve dans une prochaine vidéo, sûrement, Ouais. si on se recroise Avec sur plaisir. des événements, ou peut-être qu'on se refera des comparatifs. J'essaye de la motiver. Hein. Ouais, faut C'était pas facile. avec nos emplois du temps, c'est quand Ouais. même hyper chaud de trouver des créneaux, mais on va trouver. Vous comprenez maintenant un petit peu plus Ouais. pourquoi c'est difficile qu'on arrive à se faire des vidéos, mais on se Parce croise qu'on des fois. adore, on se marre bien quand on le Exactement. fait, mais il faut juste trouver les créneaux. Quoi. Voilà, bon, merci Clémence en tout cas. Merci Nico, Merci tout à le monde vous. et à très vite. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu, les commentaires, tout ça, on compte sur vous. Ciao. Ciao.